Ok, c'est parti. Bonjour à tous. Bienvenue à cette présentation de Mélusine. Donc, Mélusine qui est une librairie open source de traitement d'email que Quantmetry a développé en partenariat avec la Maïf. Donc aujourd'hui, pour vous servir, Tom, data scientist chez Quantmetry, et moi-même également data scientist chez Quantmetry, et tous deux passionnés de NLP, donc traitement automatique du langage. L'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est en effet de vous dérouler un petit peu l'enchaînement des étapes de ce projet qui a mené à Mélusine, puisque c'est un projet qui est un petit peu particulier, parce que tout d'abord, il a eu lieu à Niort, dans le Marais Poitevin, donc comme vous avez pu le comprendre, ça a son importance. Et ensuite, Mélusine, c'est pas ce package open source, il n'est pas né tout seul. Tout a commencé avec donc un POC, une preuve de valeur, qui s'est soldé par un succès, et à la suite de quoi il a fallu aller en prod qui s'est bien passé, et l'enchaînement un petit peu naturel, c'était de se demander, est-ce qu'on ne pourrait pas rendre un petit peu à la communauté, et en open sourçant une partie de la propriété intellectuelle qui avait été générée. Donc voilà le déroulé d'aujourd'hui. Avant de rentrer un petit peu dans le dur du sujet, j'aimerais vous partager quelques mots sur Quantmetry. Donc, Quantmetry, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un cabinet de conseil en data science. On est une équipe assez variée, composée de data scientists, data engineers, data architectes et data consultants. Donc, ce qui nous lie un peu tous, c'est notre passion pour la data. Et quelque chose d'assez significatif à Quantmetry, c'est l'activité R&D qu'on essaie de mener, puisqu'on s'est structuré un petit peu en pôle d'expertise, dont le pôle NLP fait partie. Et nous, typiquement, ce qu'on adore au pôle NLP, et même plus généralement dans les expertises, c'est essayer de coller un petit peu au basket de l'état de l'art académique, qui, par ailleurs, et surtout en NLP ces derniers mois, avance à une vitesse, enfin un rythme assez important, voire effréné. Nous, notre but, c'est d'essayer de le rendre actionnable, cet état de l'art, le porter sur le marché, l'appliquer à des cas d'usage réels. Et lorsque, disons, la possibilité nous en est donnée, on aime bien aussi rendre à la communauté. Donc, deux exemples notoires cette année. Le premier avec le grand débat national, où on avait open sourcé un petit démonstrateur qui permettait de synthétiser les contributions au grand débat à une question posée. Et puis donc, Mélusine, qui est un peu le vaisseau amiral et qu'on vous présente aujourd'hui. Je laisse Tom vous présenter le projet. Bonjour, donc je vous propose de rentrer dans le vif du sujet en vous expliquant le contexte du projet. Donc en fait, on se place à la Maïf qui reçoit tous les jours environ 15 000 mails de la part de ses clients. Chaque mail traite généralement de questions relatives à leur contrat. Donc en fait, ça peut traiter de contrat habitation, de contrats sur leur véhicule, ou c'est pour des résiliations de contrat. Et en fait, l'ensemble de ces mails sont reçus sur une unique boîte de réception. Donc ils doivent donc être ensuite redispatchés entre différentes entités suivant leur contenu. Le problème, c'est qu'en fait, le moteur de routage est obsolète, et en fait, plus de 50% des mails sont routés vers une mauvaise entité. Les conseillers qui travaillent au sein de ces entités et qui doivent processer ces mails ensuite ne peuvent pas traiter un mail qui ne correspond pas à leur entité. Donc généralement, en fait, le conseiller, ce qu'il va faire, c'est qu'il va renvoyer le mail vers l'entité qui pense être la bonne. Sauf qu'en fait, quelquefois, le conseiller se trompe lui-même. Donc en fait, le mail est encore renvoyé vers la mauvaise entité. Et en fait, le mail peut faire des sauts de puce d'entité en entité, jusqu'à 8 fois parfois. Et en fait, ce qui va rallonger le délai de traitement. Et dans le pire des cas, le délai de traitement peut monter à 20 jours, ce qui n'est pas top pour le service client. Donc, en fait, donc, il y a plus de 1000 conseillers impactés. Et donc, l'objectif était de proposer une solution pour pouvoir réduire le temps de traitement des mails. Donc, en proposant deux solutions. D'abord, un modèle de classification pour router les mails vers la bonne entité suivant leur contenu. Et ensuite, un modèle de résumé automatique pour permettre aux conseillers de prendre connaissance du contenu du mail sans avoir à l'ouvrir et à le parcourir dans son entièreté. Donc, je parlais de 15 000 mails envoyés par jour. Alors, en fait, qu'est-ce qu'un mail? Donc, en fait, les mails suivent une structure très particulière avec un enchaînement de messages, en fait, avec des réponses et des transferts ou des combinaisons des deux.
Chaque message a également des métadonnées qui l'accompagnent, par exemple la date, l'adresse mail de l'émetteur, des pièces jointes, etc. Et chacun de ces messages, en fait, suivent eux-mêmes une structure très rigide, avec d'abord les salutations. Donc, par exemple, si on prend le deuxième message, ce sera bonjour. Ensuite, le corps du mail. Donc, merci de bien vouloir prendre connaissance du document ci-joint, relevé d'identité postale. Un remerciement cordialement, une signature, la mutuelle imaginaire. Et ensuite, il y a généralement un footer, donc avec la visualisation des fichiers PDF nécessités à Double Reader. Donc en fait, une première étape de ce projet serait de mettre en place un pipeline de pré-processing pour pouvoir en fait extraire le corps du message qui nous intéresse. Généralement, c'est le plus récent, et pouvoir structurer les métadonnées qui les accompagnent. Donc pour vous donner juste quelques chiffres, on avait une base de données de plus de 2 millions de mails. Pour pouvoir entraîner nos embeddings, au sein de cette base de données, on avait environ plus d'un demi-million de mails qui rentraient dans le périmètre du projet. Et chaque mail avait environ un nombre médian de mots de 112 mots. Donc finalement, on a développé on propose 3 modules. Un premier module socle de pré-processing, donc pour pouvoir extraire le corps du mail et traiter les métadonnées. Un module de classification pour pouvoir router les mails vers la bonne entité, qui se base donc sur le contenu du mail ainsi que sur les métadonnées. On a essayé de faire appel à l'état de l'art en NLP. Et un module de résumé automatique en s'appuyant sur la méthode statistique non supervisée. Donc maintenant, on va rentrer dans le détail de ces 3 modules pour que vous compreniez bien donc l'enchaînement. Donc d'abord, ces modules de pré-processing. On va partir en fait de l'exemple du mail que je vais vous présenter tout à l'heure. En fait, ce qui est important vraiment, c'est d'avoir un pipeline de pré-traitement très ordonné. Donc d'abord, en fait, la première étape repose sur un split conversation. Donc on va séparer les différents messages qui composent le mail, donc les différentes réponses et transferts. Ensuite, on a une étape de part tagging. En fait, on va taguer donc les différentes parties de chacun de ces messages, donc les salutations, les remerciements, le corps du mail, etc. Donc là, on a réussi à extraire donc, pour les 2 messages leur corps et leur corps exactement. Donc cette étape repose essentiellement sur des regex. Donc quand on fait du NLP, des fois il n'y a pas vraiment le choix, il faut se frotter aux regex. Ensuite, on va dérouler une pipeline de pré-traitement NLP assez classique, donc avec un cleaning et un phraser. Donc le phraser serait pour pouvoir réunir en un seul mot en fait, des unités de sens composées de plusieurs mots. Par exemple, conversation téléphonique va devenir conversation _ téléphonique. Une fois qu'on a cleané et qu'on a appliqué le phraser, on va pouvoir tokeniser. Donc je pense que vous connaissez tous, on va pouvoir transformer notre string en une liste de strings, chaque string étant un mot. Et enfin, on va pouvoir transformer chacun de ces tokens en embedding pour l'étape de classification. Donc, juste, je vous présente très rapidement les embeddings si jamais il y en a qui ne connaissent pas. Donc, ce sont des vecteurs denses porteurs de sens pour représenter les différents mots. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir en fait conserver ce sens et une notion de distance entre les mots. Donc, par exemple, si on va soustraire au vecteur roi le vecteur homme et ajouter le vecteur femme, on devrait obtenir le vecteur reine. Donc, on s'est basé sur l'algorithme Word2Vec de Google pour entraîner ces embeddings. Ce qui est intéressant, c'est que donc, ces embeddings dépendent du corpus qui a servi pour l'apprentissage. Et donc, dans le contexte Maïf, il y a énormément de mails par rapport au contrat de véhicule. Et la petite anecdote, c'est qu'on a testé de soustraire le vecteur moteur au vecteur voiture et on a obtenu le vecteur Twingo. Donc voilà pour l'anecdote. Donc maintenant, je vais vous donner juste une best practice en fait, qui paraît assez évidente sur l'interopérabilité des différentes librairies utilisées. Quand vous avez un projet de NLP, vous utilisez souvent de nombreuses librairies, GenSim, NLTK, Spacey, etc. Et en fait, on peut se retrouver à se mélanger un peu les pinceaux sans faire exprès et pouvoir, par exemple, utiliser différentes librairies pour construire différents vocabulaires. En fait, ce qui va se casser la pipeline. Et ce qui est également extrêmement important, c'est de faire attention aux tokenizers. Parce qu'en fait, différentes librairies ne vont pas tokeniser nos strings de la même manière. Et par exemple, si on prend le tokenizer de NLTK, le I'm va devenir I et M. Tandis que si on prend celui de Keras, on va juste obtenir I'm. Donc en fait, par exemple, si pendant la phase d'entraînement,
on utilise un tokenizer NLTK pour faire nos embeddings et qu'ensuite on construit notre vocabulaire et qu'ensuite pour la phase de prédiction, on utilise le tokenizer de Keras, en fait le HIME ne pourra pas être reconnu, donc ça va poser un problème. Donc maintenant, je vous ai présenté donc, la phase de pré-processing. On va passer au module de classification. Donc en fait, où là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, on s'est passé dans un contexte d'industrialisation. Donc il fallait vraiment faire attention à ce que notre modèle puisse être industrialisé. Donc ce qui a vraiment changé la perspective de la sélection de nos modèles. Donc en fait, si on se met dans une phase de POC classique, enfin dans une perspective de POC classique, on va généralement choisir une métrique qu'on va essayer de maximiser. Donc par exemple la précision, qui correspond aux proportions de bonnes prédictions. Et en fait, on va sélectionner le modèle qui va maximiser la précision sans vraiment se soucier du reste. Or, ici, il faut mettre notre modèle en production. Donc, en fait, il va falloir prendre en compte d'autres critères, donc notamment le temps d'entraînement, puisque va falloir réentrer notre modèle à certains moments. Le temps de prédiction, on reçoit 15 000 mails par jour, il faut que notre modèle soit rapide. La taille en RAM, puisque le modèle en fait, va après tourner sur une architecture plus légère que celle des serveurs Data Lab, généralement. Et finalement, donc on a testé 4 modèles, 2 de machine learning, 2 de deep learning, sur les 600 000 mails avec 28 classes très, très disproportionnées. Et finalement, donc on a répertorié dans ce tableau les différents résultats. Et ce qu'on remarque, c'est que les 2 modèles de deep learning, dans le réseau de neurones récurrent et le réseau de neurones à convolution, surperforment par rapport au modèle de machine learning, que ce soit au temps d'entraînement, où en fait on a un entraînement en 30 minutes environ par rapport à plusieurs heures, ou en précision surtout, on gagne plus de 10 points. Donc ça peut s'expliquer pour différentes raisons. D'abord, l'architecture des réseaux de neurones, qui permet en fait de faire les entraînements sur un grand volume de données. Et donc la performance du modèle ne va pas saturer avec la quantité de données. Et également en fait, cette architecture qui permet de prendre en compte l'ordre des mots, que ce soit le RNN ou le CNN. Aussi, il faudrait ajouter qu'avec nos réseaux de neurones, on a pu en fait, intégrer l'information des métadonnées au niveau des couches denses, ce dont j'ai parlé un peu plus en détail dans la slide suivante. Par contre, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, le score de précision est plafonné à 80%. Donc j'imagine qu'on peut toujours optimiser nos modèles. Mais en fait, il y a aussi le problème des labels en fait, qui peuvent être incertains. Certains mails peuvent traiter de différents types de contrats. Donc un conseiller lui-même deux conseillers eux-mêmes pourraient être en désaccord sur la meilleure manière de classifier ces mails. Et également, certains labels peuvent être faux, puisqu'en fait, lorsqu'un conseiller va router un mail, il va indiquer quel est son label, sauf que quelquefois, en fait, il va le router sans indiquer le label, donc on se retrouve avec une base d'apprentissage qui peut être faussée à certains moments. Donc finalement, on a choisi de conserver uniquement le CNN, qui offre un meilleur temps de précision que le RNN, et qui semblait, après discussion avec les métiers, être une métrique particulièrement importante. Juste au cas où, on va rentrer un peu sous le capot de réseau neuronal à convolution. Donc, ils sont extrêmement utilisés pour tout ce qui est, pour le computer vision, puisqu'en fait leur couche de convolution permet d'apprendre au niveau des couches basses les motifs locaux, tandis qu'au niveau des couches hautes, ils vont apprendre les motifs plus globaux. Donc, ce qui peut paraître un peu contre-intuitif pour la classification de texte, mais finalement empiriquement ça marche très bien, et on peut se dire que c'est parce que en fait, des mots proches devraient être assez proches sémantiquement. Ce qui est donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait on a pu ajouter les métadonnées au niveau des couches denses, et ce qui a permis en fait un gain de 5 points de précision, ce qui a vraiment fait la différence par rapport au modèle de machine learning. Donc maintenant je vais passer donc à notre dernier module, celui de résumé automatique. Donc juste pour vous réexpliquer le contexte, donc on a ce problème de routage de mail, et en fait c'est pour permettre cette fois aux conseillers de prendre plus rapidement connaissance du contenu du mail sans avoir à l'ouvrir. Donc en fait, on a d'abord essayé de se baser sur l'algorithme TextRank, en fait, qui se base un peu sur le PageRank de Google. En fait, on va créer un graphe à partir du texte, où chaque nœud est une phrase,
Et chaque arc a une mesure de similarité. Et en fait, parcourir ce graphe et retenir les phrases qui sont les plus similaires aux autres, et donc celles qui devraient le mieux résumer le texte. Le problème, c'est qu'en fait, les mails sont généralement assez courts et il faut un nombre minimum de phrases pour que cet algorithme soit efficace. Donc en fait, on a décidé de conserver une approche après similaire avec une notion de graphe, mais cette fois en se basant sur le graphe syntaxique de chaque phrase. Donc en fait, on va déterminer le type de mots de chaque qui compose chaque phrase et leurs relations entre eux, si c'est relations non adjectives, etc. Ensuite, on va déterminer les mots-clés du mail en utilisant un score TF-IDF. Donc, une fois les mots-clés sélectionnés, on va pouvoir en fait reparcourir ce graphe pour pouvoir sélectionner uniquement les groupes nominaux et verbaux qui sont associés à ces mots-clés. Et une fois ces groupes nominaux et verbaux sélectionnés, on va pouvoir cleaner le reste. Et finalement, en donnant un exemple assez court, on part de ce mail. Bonjour, j'aurais comme chaque année besoin d'une attestation d'assurance concernant l'appartement où je suis locataire, 11 rue d'Anjou, un flag, Marseille pour 2018. Merci par avance, meilleurs sentiments, Claude. On arrive à repérer 3 mots-clés, attestation, assurance, appartement. Et on extrait donc les groupes nominaux verbaux qui les accompagnent. Et on obtient le résumé, besoin d'une attestation d'assurance concernant l'appartement Marseille pour 2018. Le problème, c'est qu'encore une fois, on se place dans un contexte d'industrialisation. Donc finalement, en fait, ce modèle marchait très bien, mais uniquement sur 70% du jeu de test, puisqu'en fait, il y a des clients qui vont écrire des mails un peu en langage texto. Donc en fait, il n'y a aucune structure à retrouver. Donc déjà, ça casse la première étape. Ou sinon, il y a des clients qui vont au contraire écrire un pavé complètement alambiqué. Et là, en fait, pareil, la structure va être extrêmement compliquée à retrouver. Donc finalement, à cause de ce contexte d'industrialisation, on a dû en fait faire un focus uniquement sur la sélection des mots-clés, et on voit pour chaque mail un nombre de mots-clés. Ok, je prends le relais. Donc, comme Tom vous l'a présenté, à ce stade, on a un modèle en chambre duquel on est satisfait des performances. Et comme toujours dans nos métiers, là où il y a de la vraie valeur, c'est lorsque on commence à utiliser ces modèles-là dans la vie réelle, en production. Donc c'est l'idée des quelques slides qui suivent, vous présenter un petit peu le cheminement qu'on a suivi pour mettre en prod ces modèles à la Maïf. Donc, pour commencer, quelque chose qui a franchement fait accélérer les choses, ou du moins qui nous a permis de nous simplifier la vie, ça a été de créer un pipeline de traitement de la donnée qui soit un petit peu insensible à l'environnement dans lequel on se trouve. Puisque, en fait, on a 2 types d'environnements. Un environnement d'entraînement dans lequel on se base sur un historique de mail et on essaye d'apprendre des patterns, c'est-à-dire quelles parties du mail vont amener que ce mail va être classé dans une classe ou dans l'autre, versus un environnement de production dans lequel un mail arrive, on ne connaît pas sa classe, et on va vouloir se servir du modèle précédemment entraîné pour pouvoir inférer sa classe. Ça a un double avantage, c'est que au-delà des différentes tâches qu'on fait dans ces 2 environnements, il y a aussi des infrastructures techniques qui sont différentes, puisque comme Tom commençait à le dire tout à l'heure, dans un environnement d'entraînement, on a des ressources et une puissance de calcul qui sont assez décentes finalement. On a du GPU, des serveurs avec de grandes capacités, versus un environnement de production où, comme c'est régulièrement le cas, des ressources extrêmement limitées, à la fois en termes de RAM, donc ce qui est très contraignant pour les modèles de deep learning, enfin ce qui est rapidement contraignant, disons, pour les modèles de deep learning, et aussi des SLA assez élevés puisqu'on doit avoir des temps de réponse très faibles. Donc il y a une question un petit peu légitime, c'est pourquoi est-ce qu'on veut vouloir, d'autres éléments de réponse à pourquoi est-ce qu'on veut ce pipeline de traitement de la donnée un petit peu unique. Bon, déjà parce que ça suit le paradigme scikit-learn qui est extrêmement satisfaisant et extrêmement pratique. Voilà. Et ensuite, ce qu'on aimerait partager avec vous, c'est les patterns de développement, enfin le code à proprement parler qu'on a mis en place sur ce projet. Donc à Quantmetry, on aime bien le Domain Driven Design, qui est donc un pattern de développement dans lequel chaque objet, ou disons chaque couche logique d'un projet appartient à des couches différentes. Donc, par exemple, au milieu du slide, là, vous voyez une couche infrastructure qui fait grosso modo l'interface avec les données brutes,
une couche de domaine qui porte un petit peu toute l'intelligence du projet, donc le feature engineering, l'entraînement des modèles, la prédiction, etc. Une couche applicative qui, en substance, appelle les méthodes du domaine. Et enfin, une couche d'interface qui expose un petit peu tous ces résultats. Donc pourquoi est-ce qu'on fait le choix de développer en domain-driven design ? Il y a plusieurs raisons, quelques-unes d'entre elles. La première, c'est que, comme vous pouvez le voir, par nature, c'est extrêmement modulaire puisque chaque objet logique du projet est dans une couche différente. Et ça vient avec un autre avantage, c'est que finalement, si vous touchez à l'une des couches, en principe, si c'est codé correctement, ça n'influence pas les autres couches. Donc ça, c'est extrêmement appréciable. Voilà pour ça. Quelques éléments de tooling. Donc, ce qu'on a essayé de faire pour cette mise en production, c'est essayer de suivre des best practices de développement qui nous ont permis à nous, data scientists, de grandement nous simplifier la vie et il faut le dire, de s'enlever une charge mentale assez importante, parce qu'on a essayé d'automatiser au maximum le pipeline de mise en production. Donc tout part d'un push sur la branche de pré-prod qui va entraîner tout un workflow de mise en production. Donc cette mise en production est automatisée via un outil d'automatisation. Donc on utilisait Jenkins à la Maïf qui va builder l'API, la tester et la déployer dans un conteneur, dans un Docker, via Nexus qui est un repository manager. Et ce Docker va être hébergé sur une plateforme d'hébergement. À la Maïf, ils ont un Rancher qui est un Kubernetes-like. Le gros gain de tout ce workflow, c'est que finalement, la mise à jour de l'API, elle se fait sans interruption de service. Donc c'est assez satisfaisant, notamment pour l'utilisateur final, pour les métiers. OK. Donc à ce stade, on a une mise en production qui s'est passée avec succès, puisque encore aujourd'hui, l'API qu'on a développée et qu'on continue d'améliorer, elle traite plusieurs milliers de mails par jour. Le prolongement un petit peu naturel qu'on a eu envie d'avoir, c'était de se dire, comme je le disais en introduction, est-ce qu'on ne pourrait pas rendre un petit peu à la communauté et open sourcer une partie de la propriété intellectuelle qu'on a générée. Donc ça a donné lieu à Mélusine. Donc Mélusine, c'est une librairie open source sous licence Apache V2. Je vous invite chaleureusement à l'installer. Pip install Mélusine. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à la starer, voire à contribuer. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il y a dans Mélusine ? Vous devez vous en douter un petit peu, mais avant de vous répondre de manière un petit peu exhaustive, j'aimerais partager la chose suivante avec vous. Si vous-même vous êtes consommateur d'open source, vous savez mieux que personne que lorsqu'on utilise un outil open source, on veut que ce soit facile de prise en main, assez clair et simple d'utilisation. Sauf que créer quelque chose qui soit facile à prendre en main, clair et simple d'utilisation, c'est pas si trivial à construire. Donc une phase extrêmement importante de cette mise en open source, ça n'a pas tant été de coder, bon, même s'il fallait coder, il ne faut pas se leurrer, mais ça a été de réfléchir extrêmement profondément, de beaucoup discuter, il faut se parler, sur quel service est-ce qu'on veut rendre à l'utilisateur et comment est-ce qu'on veut lui rendre. Donc j'insiste sur cette phase un petit peu de brainstorming, de discussion qui a été déterminante, je trouve, pour la réussite de ce projet. Donc plus concrètement, Mélusine, c'est quoi? Donc Mélusine, ça sert à traiter des emails en français. Ça vient avec un premier module de pré-processing qui est grosso modo bijectif avec le module que vous présentez Tom tout à l'heure. Donc en substance, c'est le module qui fait un petit peu le sale boulot puisqu'il nettoie un mail, mais c'est ô combien important, surtout en NLP. Ensuite, l'utilisateur a deux choix. Soit il décide de faire de la synthèse d'email via les procédures que Tom vous présentait en summarization, auquel cas il n'y a pas besoin d'avoir des données labellisées, puisque c'est une procédure non supervisée. Soit on peut vouloir faire de la classification, c'est-à-dire avoir un mail en entrée et inférer sa classe. Donc là, pour faire ça, c'est une procédure supervisée, donc bien sûr, on a besoin de labels. Donc ça, ce sont les trois packages qui reprennent un petit peu les briques que Tom vous a présentées et qui constituent le cœur un petit peu fonctionnel de ce package Mélusine.
En support, si je puis dire, de ces packages, il y a trois modules un petit peu utiles qui viennent être mis à disposition de l'utilisateur. Un premier module de configuration, on s'arrêtera un petit peu dessus juste après. Un module de utils générique qui porte quelques utils génériques, dont Transformer Scheduler, qui est une classe sur laquelle on s'attardera un petit peu juste après, du multiprocessing, etc. Et enfin, des utils, eux, destinés au NLP, qui sont des blocs fonctionnaires un petit peu unitaires, desquels on se sert pour faire de la tokenisation, de l'embedding, du phraseur, etc. Donc voilà un petit peu l'écosystème de Mélusine, 6 sous-packages qui constituent le package global. Un petit focus sur ce Transformer Scheduler. Donc quelque chose qui a été assez challenging lorsqu'on a mis en open source ce projet, c'est que ça naît quand même d'un projet qui est très ancré dans le contexte Maïf. Donc il a fallu qu'on se demande comment est-ce qu'on peut rendre les choses génériques tout en s'éloignant pas trop non plus du contexte Maïf, parce qu'eux, ils ont la volonté de continuer d'utiliser ce package. Il n'est pas question que ça meure dans son coin. Donc une façon de... Il y a eu plusieurs réponses à ça, mais disons que l'une d'entre elles, ça a été d'implémenter cette classe de Transformer Scheduler qui permet à un utilisateur d'intégrer ces fonctions de traitement de façon plus simple qu'avec une classe qui doit hériter de méthodes feed transform, transform, etc. Là, il n'y a qu'à coder des petites fonctions presque unitaires, je dirais, qui peuvent s'intégrer dans cette classe et qui elle-même peut s'intégrer dans un pipeline scikit-learn et qui offre accessoirement, et c'est parfois important quand on a de gros volumes de données, la possibilité de paralléliser les calculs. Un petit mot sur la configuration. Donc, comme je vous le disais juste avant, nous, on a fait tout ce projet-là dans un contexte de mutuelle. Mais il y a fort à parier que si des gens veulent réutiliser ce package, et je les encourage à le faire d'ailleurs, le contexte sera tout autre, et il faut alors être à même de pouvoir injecter sa propre connaissance métier de façon simple dans le package. Donc c'est pour ça que je fais un focus sur cette partie configuration, puisque normalement les choses ont été rendues assez simples pour donner à l'utilisateur la latitude de changer simplement, par exemple, les expressions régulières qui vont servir à identifier différents corps du mail, si la structure de ces mails suit une structure qui n'est pas la même que des mails génériques, etc. etc. Tac, 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 voilà, donc on peut changer des expressions régulières, des stop words, enfin, tout un tas de features un petit peu classiques dès lors que l'on fait du NLP. Et quelque chose d'autre qui est notoire, je trouve, c'est que l'utilisateur a la liberté de pouvoir jongler entre la conf native, celle que nous avons mise sur le repository, et sa propre conf, donc via une classe Python, tout simplement. Ok, quelques éléments de wrap-up. Je dirais que le principal message qu'il faut garder en tête, c'est que open sourcer un projet, enfin de notre expérience en tout cas, ça n'a pas du tout été la même chose que faire son projet un petit peu en chambre, c'est-à-dire chez un client, qu'il aille en prod ou pas. Donc il y a plusieurs enseignements qu'on aimerait, il y a plusieurs remarques qu'on s'est faites a posteriori qu'on aimerait partager avec vous. Donc la première chose, c'est avant de commencer à développer, c'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, n'hésitez pas, si vous avez la velléité d'open sourcer quelque chose, n'hésitez pas à vous parler, simplement, à vous demander quel service est-ce qu'on veut rendre à l'utilisateur, comment est-ce qu'on va interconnecter ces différents services afin d'aboutir sur une idée de l'API qu'on veut construire. Je trouve qu'en fait, c'est comme si on enfonçait une porte ouverte de dire ça, mais l'exercice est finalement pas si trivial. Pendant la phase de développement, donc nous les bonnes pratiques qu'on en retire, c'est essentiellement du tooling. Donc c'est se doter de tout un tas d'outils qui, pour la plupart, sont en libre accès et qui font franchement accélérer la vie. Donc Cookie Cutter pour bénéficier très rapidement d'un template de code.
des environnements virtuels, du test, du versionning, très important, mais encore je pense que j'enfonce une porte ouverte, et se doter d'une CI qui, encore une fois, enlève de la charge mentale. Et dernier élément extrêmement important dès lors que l'on souhaite open sourcer quelque chose, c'est la doc. La doc, puisque si vous êtes consommateur d'open source, c'est la première chose à laquelle vous vous référez. Donc il faut que ce soit clair et surtout qu'il y ait énormément d'exemples. Donc il ne faut pas hésiter à être très verbeux, notamment sur les exemples. Parce que si un utilisateur ne comprend pas ce que vous essayez de faire, il va finir par churner et abandonner votre API. Voilà pour nous. Encore une fois, je vous invite chaleureusement à installer Mélusine et à donner une petite star. Donc c'est disponible sur PyPy. Je crois qu'on avait une petite démonstration. Alors on a une petite vidéo démo à vous montrer. Alors, du coup, en fait, excusez-moi. En fait, on part en fait d'un Panda Data Frame. À chaque fois, avec une colonne pour le body, une colonne pour le header, donc le sujet, la date, l'adresse mail de l'émetteur et l'adresse mail du récepteur, ainsi que le label. Donc là, il y a une base de données fictive en fait d'une petite quarantaine de mails, parce qu'on ne pouvait pas réutiliser les mails de la Maïf, c'était un peu assez sensible. Donc juste pour vous montrer la structure des bodies, donc on a généralement des transferts, des réponses, des métadonnées, il y a tout un tas d'enchaînements, des footers. Donc on va devoir chercher à nettoyer. Ensuite, donc on a la colonne de date, donc avec un format de date classique, particulier. Donc ça, c'est le genre de choses qui peut se modifier dans le fichier conf si vous voulez. L'adresse mail de l'émetteur, donc là c'est un émetteur imaginaire. Et l'adresse mail du récepteur, donc là c'est forcément cette fameuse mutuelle imaginaire. Et enfin les labels, donc là on est parti de quelques labels, un label habitation, véhicule, résiliation et sinistre inspiré de ce qu'on retrouve à la Maïf. Donc là en fait une première étape sera la gestion des réponses et des transferts. Donc on a notamment le cas particulier des transferts directs, donc quand en fait un message est uniquement composé d'un transfert, donc il n'y a pas de message ajouté, donc en fait on va essayer de repérer en fait la structure particulière de ce transfert et en fait créer des colonnes de booléens pour indiquer si c'est un transfert. On fait la même chose si s'il y a une réponse contenue dans le message. Les headers peuvent être particulièrement utiles pour retrouver si c'est des mails de transfert ou de réponse. Donc là voilà, donc on a un transfert épars. On a extrait en fait le mail, le transfert du mail. Et on a réussi à repérer quel mail correspond à des transferts et des réponses en se basant sur le titre. Finalement, on va maintenant extraire, segmenter les différents messages du mail et taguer les différentes parties. Et ce qu'on va pouvoir retrouver en fait au sein d'un dictionnaire en fait, structure body, on va avoir en fait un dictionnaire par une liste de dictionnaires avec un dictionnaire par message composé dans le mail. Et au sein de chaque dictionnaire, on a bien segmenté les différentes métadonnées, les différentes parties du texte, donc le body, les greetings, etc. Finalement, maintenant, on va pouvoir extraire donc, en fait, le body du dernier message et le cleaner. Donc c'est ce qu'on fait ici. Donc à chaque fois, on utilise la classe transformer scheduler qui permet en fait d'intégrer nos fonctions en fait et les transformer en objets avec des méthodes feedTransform. Donc ici, on a bien obtenu en fait le corps du message le plus récent et on l'a cleané. Donc en fait, on a supprimé les doubles espaces, les accents et les majuscules. On a également flagué certains sujets. Ensuite, on va pouvoir passer le phraseur qu'on va entraîner sur notre base de données, sur notre jeu de données, et on va l'appliquer avec le tokenizer. Donc on va finalement obtenir la liste des tokens. Ici, on n'a pas vraiment le phraseur n'a pas fonctionné puisqu'on a une base de données extrêmement réduite avec juste une trentaine de mails. Mais non, on trouverait par exemple des mots composés qui ont été rejoints. Ensuite, l'étape suivante, c'est le preprocessing des métadonnées. Donc là, en fait, on va extraire en fait de la date, l'heure, le jour, les minutes, et on va tout demifier. On va également extraire l'extension du mail de celui qui a envoyé le mail. Et pareil, on a demifié.
Et donc maintenant, une fois le pré-processing fait, on va pouvoir appliquer soit le module d'extraction de données, donc comme fait ici, où en fait on va obtenir donc les keywords ici, certificat, session, véhicule, résiliation, et on va pouvoir appliquer le module de classification, où en fait on va préparer les embeddings, et on va ensuite pouvoir les fournir en fait à notre modèle de réseau de neurones. Donc en fait, nos modèles de RNN et de CNN sont inclus dans le package en fait. Mais vous pouvez vous-même utiliser vos propres modèles pour la classification si vous voulez. Et il y a une classe réseau de neurones, neural network, qui permet en fait de gérer les inputs en fait de votre modèle et également de le pigueliser comme vous le souhaitez. Donc là, voilà, on va choisir en fait la colonne d'input, les métadonnées qui nous intéressent, on donne les embeddings pré-entraînés, on choisit le nombre d'époques, on fait le fit et après on va pouvoir faire la prédiction. Bon là, il s'agit d'un jeu de données fictif extrêmement réduit, donc il n'y a pas on va obtenir des résultats exceptionnels, mais c'est pour vous montrer comment le package fonctionne. Et donc finalement, on peut faire notre prédiction. Donc là, évidemment, on obtient beaucoup de résiliation. Et finalement, je vous montre l'exemple sur un mail particulier. Donc on a ce mail assez simple, avec un bonjour, un corps, une signature, enfin, des remerciements, un footer. On arrive à extraire le body du mail en le cleanant. Finalement, on peut le tokeniser, on en extrait les keywords, et à la fin, on peut obtenir le type du mail. Donc il s'agit d'un mail de résiliation. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci.